Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui veulent suivre cette conférence, je vous invite à vous asseoir. On est sur un timing assez serré. On a la chance d'avoir des personnalités qu'on aime entendre et qui malheureusement ne s'expriment pas que chez nous, dont certains qui sont d'ailleurs attendus au Sénat. Donc je vous propose de vous asseoir pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va avoir le plaisir aujourd'hui de discuter de comment privilégier l'aménagement opérationnel et accélérer la construction de logements dans un cadre durable. Moi, je me présente, mais je pense que vous... Voilà, Adrien Leroux, je suis le directeur général de Newstank Cities, un média qui est désormais bien connu des acteurs du secteur. Pour échanger sur cette belle table ronde, on a le plaisir de recevoir Madame Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice, rapporteuse de la mission sur la crise, rapporteuse de la mission sur la mission sur la crise du logement et présidente de la commission des affaires économiques. Bonjour Madame la sénatrice. On a également le plaisir d'avoir Jean-Philippe Dugouin-Clément qui aura quelques minutes de retard, qui est notamment vice-président de la région, président de Grand Paris Aménagement, président de l'EFIF, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez bien. Jean-Luc Percedo, qui est le directeur général de Next City, pôle transformation des territoires. Nicolas Gravide, qui est le directeur d'Eiffage Aménagement, également vice-président du réseau national des aménageurs. Et enfin, Dominique Laplace, qui est directrice du pôle friche et reconversion du groupe Essor. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et évidemment de laisser en préambule la parole à Madame la sénatrice, puisque, comme on l'a entendu dans la conférence juste avant, on a une actualité politique qui est chargée, qui est importante, et pour la première fois, effectivement, dans la discussion de politique générale, on a enfin entendu parler logement, aménagement, et donc j'aimerais vous faire réagir sur les propositions du Premier ministre qui a parlé du ZAN, qui a parlé de logement, et c'est vrai que pour les acteurs du secteur, il y a en tout cas un caractère positif à ce que la puissance publique s'intéresse à notre secteur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait quand même, on a entendu un certain nombre de déclarations de politique générale et force est de constater qu'on n'avait jamais parlé de logement ou quasiment jamais. La dernière déclaration de politique générale, celle de Gabriel Attal au début du mois de janvier, avait juste effleuré le sujet logement. Et là, le ministre Michel Barnier a quand même été plus éloquent sur la question du logement. Vous me direz, c'était absolument important qu'il puisse le faire au regard de la crise du logement sans précédent que connaît notre pays. Alors, bien évidemment, ce sont encore que des propos qui méritent d'être étudiés, de voir qu'est-ce qu'il va en ressortir, en particulier à travers le projet de loi de finances, puisque c'est le premier texte législatif qui va permettre, en tout cas sur les dispositions financières et fiscales, de parler de ces sujets-là. Vous avez fait référence, par exemple, au zéro artificialisation nette. Et vous vous doutez bien qu'au Sénat, c'est un sujet qui est pris très au sérieux, sur lequel nous travaillons depuis maintenant quelques années déjà. Et effectivement, nous avons reçu les propos du Premier ministre la semaine dernière avec une certaine satisfaction, puisqu'il a dit qu'il y aurait une application pragmatique et différenciée. Nous sommes très attachés à la différenciation de la mise en œuvre du zéro artificialisation nette pour prendre en compte les besoins en logement, mais également les besoins en industrie dans le cadre de la réindustrialisation. Donc c'est vous dire que ces quelques mots sur le ZAN ont été applaudis spontanément dans l'hémicycle du Sénat, parce que d'abord nous travaillons sur ce sujet. Il y a en ce moment même le groupe de suivi des dispositions législatives et réglementaires du zéro artificialisation nette qui est commun à 3 commissions au Sénat. La commission des affaires économiques, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des finances qui travaillent sur ce sujet, parce que force est de constater que ce que nous avons voté dans le cadre de la loi climat et résilience, votée en 2021, eh bien, provoque, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les territoires, un émoi et un certain nombre d'inquiétudes. Et c'est bien qu'on ouvre enfin les yeux sur les inquiétudes, sur les contraintes qui ont été exprimées, tant dans la mise en œuvre du zéro artificialisation nette que dans l'adaptation territoriale, je dirais, de la trajectoire de la réduction de l'artificialisation des sols. Parce que ce qui avait été mis dans la loi climat et résilience a été mis sans étude d'impact, et finalement on s'aperçoit que les besoins
et les attentes et les contraintes qui sont exprimées dans les territoires n'ont finalement pas été prises en compte, en particulier dans le domaine du logement, parce qu'on le voit bien dans les territoires et dans la diversité des territoires que compose notre pays. Il y a des communes qui sont en forte croissance démographique, il y a des communes qui sont, elles, en déprise, il y a des communes dans lesquelles la quasi-totalité de leur territoire est inconstructible, soit en raison des risques naturels, soit en raison de la loi montagne, soit en raison de la loi littorale. Et puis il y a des communes qui ont besoin, par exemple, de pouvoir mettre en œuvre des grands projets en termes de projets industriels, mais avec le corollaire des besoins immédiats de logement et de logement dans l'urgence. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, ce qui a été voté en 2021 ne prend pas en compte suffisamment les réalités et les dynamiques locales, et qu'il peut y avoir aussi des injonctions contradictoires entre, d'un côté, par exemple, continuer à faire en sorte que les communes qui ont plus de 3500 habitants respectent les objectifs de la loi SRU, mais en même temps, avec aujourd'hui le zéro artificialisation nette qui s'impose à elles, qui fait que le foncier, non seulement il est devenu rare, cher, et que bien évidemment on ne peut plus l'utiliser comme par le passé. Donc c'est tous ces points-là que nous essayons aujourd'hui d'enrichir. Nous allons déposer très certainement une nouvelle proposition de loi, parce que nous considérons que bien évidemment sur l'objectif, il doit y avoir un consensus sur l'objectif de sobriété foncière, mais la méthode aujourd'hui n'est pas la bonne méthode, parce que je vous l'ai dit, elle n'est pas adaptée aux besoins, aux attentes des territoires, en particulier en matière de construction de logements. Et puis ça interfère avec des politiques publiques qui sont tout aussi stratégiques, qui sont celles de l'accès au logement, celles de la réindustrialisation, voire celles de la transition écologique. Donc sur le zéro artificialisation nette, je pense qu'il faut aborder ce sujet sans tabou, parce que les conditions actuelles ne sont pas véritablement applicables, et que demain, effectivement, on doit se poser la question aussi, pas uniquement pour le logement social, mais pour le logement tout court. Comment est-ce qu'on peut arriver, quand on sait que, par exemple, la charge foncière, elle a augmenté dans les bilans d'opération de près de 1200% en 20 ans, on se dit qu'aujourd'hui, eh ben, il y a un véritable sujet, et que demain, on va dès aujourd'hui connaître aussi l'explosion des prix sur le foncier constructible. En tout cas, le Sénat continuera à être particulièrement mobilisé sur ce sujet du zéro artificialisation nette, ou peut-être il faudra même évoluer sur la dénomination zéro artificialisation nette, revenir à des choses qui aujourd'hui hérissent quand même bon nombre de nos élus dans les territoires. Eh bien, écoutez, merci. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention, bien évidemment. Je vous repose deux questions très rapides qui vont nécessiter des réponses un peu plus courtes. Vous avez fait partie des élus qui ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement, les précédents gouvernements, sur la crise du logement. On a également entendu dans ce discours de politique générale une réflexion autour de l'élargissement du PTZ. Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Première question. Donc, je veux vous entendre sur le PTZ pour encourager la construction de logements, et j'aurais aimé aussi vous entendre rapidement sur est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on discute du ZAN, du DPE, finalement de la façon dont on va construire demain, est-ce qu'on peut encore envisager d'aménager et de construire dans un cadre durable pour essayer de répondre aussi à la question de la table ronde? Alors sur le PTZ, bien évidemment, je salue cette avancée qu'a faite le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Je crois que c'était attendu par tous les acteurs du secteur du logement, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer des signaux à l'endroit des primo-accédants sur tout le territoire, est absolument compris pourquoi il y a eu dans le précédent gouvernement du PTZ était extrême, puis un petit peu de nouveau élargi, mais on voit bien en tout cas dans la période de crise du logement que nous traversons, à un PTZ l'ensemble du territoire national, quelle que soit la nature du logement, parce que c'est absolument indispensable pour arriver à ce qu'il y ait une fluidité des parcours résidentiels, principalement des primo-accédants. Aujourd'hui, le gouvernement précédent avait pris des mesures procycliques qui avaient baissé le soutien aux investisseurs particuliers, qui avaient baissé le soutien aux primo-accédants. L'APL accession, je vous rappelle, elle a quand même disparu depuis 2018, alors que l'APL accession, ça représente 50 millions d'euros. Donc c'est pas ça qui va mettre véritablement en difficulté les finances publiques. En tout cas, en 2018, c'était déjà le cas quand les finances publiques étaient peut-être moins détériorées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et sur le PTZ, on voit bien que même si ça coûte, ça rapporte aussi
à l'État. Donc c'est un faux calcul que de dire que cet outil n'est pas nécessaire, plus particulièrement dans la période de crise du logement. Et sur est-ce qu'on peut continuer à aménager dans un cadre durable, oui, heureusement, bien évidemment, même s'il y a de plus en plus de contraintes environnementales, contraintes réglementaires, mais pour autant, on a besoin aussi de desserrer peut-être l'étau de la construction, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les procédures, il faut qu'on arrive à les simplifier, à les accélérer pour sécuriser à la fois les aménageurs et les particuliers, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Madame la sénatrice, merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on m'entend. Merci infiniment. Jean-Luc Porcedo, vous êtes directeur général de Nexity Pôle Transformation des Territoires. On vient d'évoquer le ZAN d'un point de vue législatif et des réflexions qu'il va y avoir au niveau de l'Assemblée nationale et du CETA. Est-ce que vous pourriez nous partager votre retour d'expérience, le retour d'expérience d'un aménageur sur l'impact du ZAN sur les opérations et sur la construction de logements? Je peux, mais avant de répondre à votre question, je dirais qu'en tant qu'opérateur de l'immobilier, alors une partie de mes métiers c'est l'aménagement, et un peu pour rebondir sur ce que disait Madame la sénatrice, ce dont on a besoin c'est un peu de sérénité et de temps, et de mettre fin à des zigzags réglementaires législatifs sur les politiques publiques liées au logement. Sur le ZAN, on a eu beaucoup de débats pendant un temps, et je crois qu'à un moment donné, la CMP, la commission mixte des parlementaires Sénat et Assemblée, avait trouvé les voies de la convergence pour la mise en application du projet de loi. Et ça nous paraissait plutôt une bonne chose, parce que je crois que globalement, mais vous le disiez, Madame la sénatrice, le principe même de veiller à moins artificialiser est un principe, on va dire, qui fait consensus, quels que soient les territoires, quels que soient les élus. Après, il faut le mettre en œuvre, il faut être clair sur où est-ce que ça s'applique et comment ça s'applique. Je pense que moi, pour ce qui me concerne, représentant Nexity, ce dont on n'a pas besoin, c'est encore de mois et de mois de débat. La crise du logement, elle est, on va dire, très présente en France aujourd'hui. On a un vrai sujet de mal-logement chez les personnes à petits revenus, chez les étudiants, chez la population en général. Il n'y a jamais eu autant de demandes sur le logement social, et on a toute la chaîne d'accès au logement du parcours résidentiel qui est totalement grippée. Et on voit bien les conséquences dans un certain nombre de secteurs économiques, les petites et moyennes entreprises dans les régions en particulier. Les gros majors s'en sortent un peu mieux parce qu'ils ont d'autres métiers, mais autour du logement, on a beaucoup de PME qui souffrent beaucoup et qui commencent à mettre plus que commencer d'avoir un peu le genou à terre. Donc on a besoin d'avoir des politiques publiques qui soient décidées et qui soient mises en œuvre, et qui ne fassent pas des allers-retours pendant des mois et des mois, mais c'est un peu lié au contexte politique, et là, en tant qu'opérateur économique sur l'immobilier, on n'a pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe dans la sphère publique. Comment on fait aujourd'hui avec le ZAN? Je crois encore une fois, et là aussi Madame la sénatrice le disait, c'est cette phase de discussion, de concertation avec les élus locaux, en prenant en compte, mais ça ce sont souvent les élus qui pilotent, en prenant en compte, on va dire, peut-être des actions contradictoires, mais leurs priorités sur leur territoire. Là où on va mettre le poids du corps sur le développement économique, là on va mettre essayer sur une partie de production de logement. Il y a le micro qui ne marche pas très bien. Ah, il faut que je tienne là. Le poids du corps sur la production de logement, le tout non pas sur un petit périmètre, mais plutôt sur un périmètre souvent nécessaire de l'intercommunalité, le tout dans une réflexion, pour ma part, je considère départementale dans la mise en œuvre et structurante au niveau régional. Et c'est l'articulation entre l'État et les collectivités qui doit définir la mise en application du ZAN. Et moi, je suis assez étonné aujourd'hui de voir le peu de remontée du terrain chez les élus, dans l'appareil de l'État, sur ce que vous dites sur la mise en œuvre dans le cadre de la loi votée. Je suis assez confiant sur le sujet, puisque je crois qu'on a deux ex-sénatrices qui étaient dans la commission chargée du ZAN au Sénat, hein, Madame Prisma et Madame la ministre du Logement. Donc je pense que le sujet va être largement défendu et comment dire, modifié si nécessaire. Mais ce qui me paraît le plus surprenant aujourd'hui, c'est de voir les territoires un peu silencieux sur la mise en application. La Bretagne est en avance. Bon, les Bretons ici présents, il y a un morceau de fierté. On avance sur les documents sortis, sur la définition des pourcentages par territoire. Les uns et les autres, on a, je crois, dans les territoires, mais c'est pas tellement nous opérateurs, pris en compte les territoires de
réindustrialisation, je pense en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Occitanie. Ces choses-là avancent et commencent à être mises en application, mises en réflexion. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a acté le fait qu'il fallait veiller à moins artificialiser. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de construire. Je crois que le besoin de logement est tellement important que les élus ont bien conscience qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. Un de nos sujets en tant qu'aménageurs, c'est de continuer là où les élus sont d'accord pour aménager et donc derrière produire du logement. Mais c'est surtout de réfléchir à demain, dans les 10 prochaines années, prenant en compte ces législations et ces besoins, on va dire, environnementaux, où est-ce qu'on va aller construire. Ma conviction est qu'on va continuer à construire sur des friches industrielles, beaucoup plus dans les quartiers de gare et encore plus dans les entrées de ville, qui sont les trois, pour moi en tant qu'aménageur, les trois territoires où la ville va se faire dans les prochaines années. Et c'est vrai que chez Nexity, on a travaillé beaucoup sur les friches industrielles depuis 20 ans. La filiale que je préside, qui s'appelle Ville et Projets, ne travaille exclusivement que sur des friches industrielles depuis 2004. Et on gère comme ça une douzaine de ZAC sur des friches dans tout le territoire national. Et qu'on travaille beaucoup sur les entrées de ville, qui sont des territoires, je crois que j'avais dit une fois que c'était les nouvelles frontières de l'aménagement, parce que c'est là où, pour les élus, il y a la plus grande acceptabilité, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de riverains, et donc moins d'électeurs mécontents, on va parler simplement. Aussi parce qu'il y a, on va dire, des fonciers importants disponibles dans toutes les villes, et j'insiste sur ça, après je vais être long, vous allez me couper, dans toutes les villes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les grandes métropoles, et je réponds à ce que vous disiez, Madame la Sénatrice, les métropoles, les petites métropoles de région, mais aussi les petites villes et les villes moyennes. Quand on va travailler à Bonn, par exemple, il y a une entrée de ville à Bonn. Alors, il y a beaucoup de qualité sur ce territoire, mais il y a aussi besoin de logement. Et donc, on trouve ces problématiques partout, ce qui est peut-être plus facile. Alors, moi, je le dis parce que je ne suis pas promoteur dans le groupe Nexity, mais aménageur, mais parce que je pense que le diffus va devenir de plus en plus compliqué, tout simplement parce que construire 40 logements ou faire une ZAB comme on peut faire avec Nicolas chez Fage Aménageant, c'est 400, 500, 600 logements. Le projet de développement, il se raconte. Le projet de développement, il se défend pour un élu et il a autant de besoins de raconter pour éviter de la contestation que quand il a 40 logements. Puis il y a un deuxième sujet qui est extrêmement important pour les collectivités. Tout ça rentrant bien évidemment dans la question, le respect des ânes. C'est qu'en faisant des grosses opérations d'aménagement, on apporte, nous, aménageurs, aussi des recettes pour les collectivités, en particulier sur l'investissement, parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on construit, quand on fait la ville, derrière il y a des dépenses, et qu'il ne faut pas oublier que les collectivités n'ont plus la capacité de lever l'impôt, ont des dotations qui sont décidées pas en fonction de leurs orientations, mais plutôt du budget de l'État, et sont de plus en plus exempts. Et quand on fait une opération de 300 logements, on va dire c'est 6 classes. Dans le cadre des procédures, que ce soit les actes, les PUP, on arrive toujours à accompagner la collectivité. Néanmoins, 6 classes, c'est 2 ASEM par classe. Donc ça veut dire 12 ASEM par an. Et tout ça renvoie à la question des finances des collectivités locales, qui est aujourd'hui un des vrais sujets. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous couper, mais rebondir plutôt sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que construire la ville de demain, elle se construira sur des friches, autour des gares et en entrée de ville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, pour qu'on construise la ville de demain sur ces endroits, sur ces territoires? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que tout ça s'accélère? Parce que c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on a véritablement besoin de construire, on a besoin de construire du logement, pas que, mais on a surtout besoin que ça s'accélère. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'accélère? Alors, je vous dirais, je pense que tous les collègues partagent, c'est-à-dire qu'il faut des procédures non pas supprimées, mais un peu simplifiées. Il faut des procédures qu'on ne peut pas éternellement reporter. On est un peu les spécialistes quand on lance des permis d'aménager, d'avoir une demande 48 heures avant la fin de la date butoir pour les services de l'État. 48 heures, ça veut dire 2 mois supplémentaires. Et on a comme ça des procédures qui glissent dans le temps. La première difficulté pour nos métiers d'aménageurs, c'est d'avoir des procédures qui respectent les calendriers et qui ne puissent pas dépasser des délais à l'infini. La loi sur l'eau, on en a besoin, mais la loi sur l'eau, ça peut prendre des mois. Et pendant ce temps-là, le projet ne sort pas. Les besoins de logement, on n'a toujours pas de réponse. Et quand on arrive à la fin, c'est peut-être des fois 3 ans après, donc beaucoup trop tard par rapport au temps départ. On a besoin
on va dire, de garder un modèle économique, malgré tout, hein. Vous le disiez aussi, Madame la sénatrice, le métier dans l'immobilier de promoteur, il est assez simple. C'est un prix de foncier, des coûts de travaux, un prix de sortie pour avoir des logements abordables. Le dernier, qui est quand même le plus important, donc, mes collègues dans la promotion construisent des logements des villes pour vendre, louer, proposer aux bailleurs sociaux. Mais si on a des coûts de travaux qui augmentent sans arrêt, je regardais en venant tout à l'heure l'évolution du BT01, contrairement à ce qu'on croit, il n'a pas baissé. Le BT01, le dernier chiffre, c'est 0,60 d'augmentation. Alors, le BT01, c'est grosso modo l'actualité des prix dans les matières premières. Donc on voit bien que ça continue à augmenter. Et surtout, à l'origine de tout ça, on a des prix du foncier qui ne baissent jamais, 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 voire qui sont dans une inflation permanente. C'est vrai pour les élus, je disais qu'ils avaient peu de recettes, c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour les organismes parapublics, je ne vais pas les citer tous, mais au moins un ou deux. Bref, le prix du foncier qui est le nerf de la guerre, parce que sans foncier on ne peut pas faire grand-chose, ne cesse jamais d'augmenter. Moi, je milite pour une fiscalité, on va dire, non pas répressive, mais contraignante sur le maintien du foncier en propriété. Aujourd'hui, un propriétaire foncier, que ce soit une collectivité, que ce soit l'État, et ses différents établissements, mais que ce soit aussi monsieur et madame X propriétaires, ils n'ont aucun intérêt à mettre sur le marché, à vendre. Au contraire, ils ont intérêt à le garder. Je crois qu'il faut inverser ça. Et puis, dernier élément qu'il faudrait, il faudrait que les élus délivrent des permis, tout bêtement. C'est quand même aussi un petit sujet important. On ne peut pas reprocher à des élus qui sont élus de faire attention à la contestation liée à la production de logements. Mais en même temps, moi je dis souvent, une ville qui ne construit pas, une ville qui va mourir, un territoire qui ne se développe pas, soit sur les sujets économiques, soit sur les sujets de logement, mais ça va avec. Ce sont des classes qui ferment, c'est un bistrot qui ferme, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a quand même la chaîne de production qui est bloquée, mais on a surtout les permis de construire qui ne sont plus délivrés, et on a l'ensemble des confrères de la profession une vraie inquiétude. On est en 2024, les municipales c'est en 26. Beaucoup d'élus depuis la séquence électorale du printemps disent « oulala, j'arrête et j'attends ». Alors les Français qui ont besoin de logement, ils vont attendre aussi. Les opérateurs, ils vont encore souffrir. Mais après 26, il y aura certainement 27 dans le calendrier normal. Et on peut se dire, parce qu'ils nous le disent déjà des élus, bon, on attendra un peu encore un an après, parce qu'on ne sait pas ce qui va trop se passer. Et en fait, c'est bien ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'élus bâtisseurs. Et encore une fois, ce n'est pas simplement une critique, on peut les comprendre, parce qu'ils sont critiqués quand ils construisent. Néanmoins, l'intérêt public de la société française, c'est de construire. C'est vrai. Et on a eu le plaisir, dans le cadre de New Tank Cities, d'interroger un certain nombre de maires récemment. Et peut-être qu'il y a effectivement un changement de discours. Et on entend de la part de nombreux maires qu'ils vont continuer à construire, que les municipales ne vont pas les arrêter. Et nous, on essaiera de suivre ça de près pour voir s'ils respectent leurs engagements. Merci Jean-Luc Porcedo. Dominique Laplace, vous êtes directrice du pôle friche et reconversion du groupe Essor. Je sais que vous connaissez parfaitement le terrain et donc j'aimerais vous poser cette question assez générale qui est comment accélérer les opérations d'aménagement? Oui, bonjour. Donc effectivement, on a créé ce pôle-là en 2022 et on a commencé à travailler donc sur ces reconversions de friches en 2019 par opportunité. Et on s'est dit qu'effectivement, les friches devaient être une opportunité foncière et on a fait le choix de se focaliser sur des friches industrielles plutôt en territoires ruraux ou périurbains. Aujourd'hui, on peut constater qu'on se trouve confronté à une strate de procédures réglementaires qui bloquent les projets, qui nous rajoute un temps dont on ne voit pas le bout, parce qu'on doit faire face à toutes ces réglementations. Donc les réglementations sont là pour donner un cadre et c'est très bien, hein, c'est pas le sujet. Sauf qu'on se retrouve confronté à des services de l'État qui sont pas forcément bien formés, ni staffés, et qui du coup ne souhaitent pas prendre de responsabilités, et donc ça bloque les projets. Donc on a fait le choix aussi de vouloir créer des programmes à usage mixte. Et donc on a tous les usages donc, sur ces fonciers-là, pas que du logement.
Et on se demande tous les jours comment faire avancer les choses, parce qu'il y a des blocages politiques. Voilà, donc par exemple le tiers demandeur, le fameux tiers demandeur. Aujourd'hui, on réfléchit quand même, hein, à chaque fois quand il y a une friche classée ICPE, autant on y a été là, maintenant on négocie. On négocie avec les élus pour que ce soit eux qui portent, hein, le tiers demandeur et une partie de la dépollution. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'était une procédure qui devait faciliter en fait, l'opérateur pour cette phase de dépollution, enfin de responsabilité, on va dire, de la dépollution du site. Mais normalement, c'est une procédure qui doit durer à peu près 1 an. Nous, sur une friche, aujourd'hui, on en est à plus de 2 ans. Et voilà, donc c'est des problématiques aussi avec des strates vis-à-vis des codes. Voilà, donc le code de l'environnement qui ne se coordonne pas avec le code ICPE, par exemple. Voilà, donc quand on a des espèces protégées, ça c'est pareil. Quand on est dans la procédure le processus de éviter, réduire, compenser. Je sais pas, il faut peut-être trouver des solutions pour pouvoir compenser différemment des espèces protégées, parce que parfois on se retrouve bloqué parce qu'on ne trouve pas le foncier. Et des fois c'est pas grand-chose, hein, c'est peut-être juste 1 hectare, on le trouve pas, il n'y a personne pour nous aider. Bon, voilà, c'est tout un tas de sujets où effectivement on se dit, il faudrait simplifier, hein, on en revient toujours à la simplification de ces réglementations. Mettre tout le monde autour de la table dès le début, alors surtout avec les élus, hein, qu'on soit bien dans la même ligne. Et puis, je sais pas, voilà, nous aider pour diminuer ces temps réglementaires, parce que déjà, ces temps sont longs pour un aménageur classique, mais quand il s'agit d'aménager sur des friches, voilà, ça dérape complètement. Enfin, je peux vraiment en témoigner, hein, je suis sur plusieurs friches en cours de requalification, et c'est juste des imbroglios où on voit pas la fin en fait, hein, voilà. C'est très intéressant. La table ronde précédente, elle portait sur la fiscalité et les porte-paroles, ils ont quasiment tous dit non mais très bien, on peut encourager la fiscalité, mais on a un problème avec le temps. Il faut qu'on arrive à réduire ce temps, faute de quoi. Et en plus, maintenant qu'on a des taux d'intérêt qui sont très élevés, le temps représente beaucoup d'argent. Et donc peut-être que les défis qu'il va falloir réussir à surmonter d'un point de vue législatif, c'est comment on réussit à réduire tous ces délais qui rendent les opérations trop onéreuses ou quasiment plus sortables. Lorsqu'on a préparé cet échange, cette table ronde, vous avez aussi dit que vous êtes confronté, vous venez de l'expliquer avec des codes qui sont différents, vous êtes confronté à un millefeuille administratif qui fait qu'à un moment, c'est pareil, les opérations, vous avez du mal à les sortir, voire certaines, vous ne pouvez pas les sortir. Je veux bien vous entendre sur ce point-là. Alors, on va arriver à les sortir, je ne perds pas espoir. Bien sûr, bien sûr. Il faut être très résilient quand même pour les requalifications de friches, très endurant aussi. Non, mais il y a des choses qu'il faut mettre en place. Par exemple, il y a le certificat de projet. On reparlera de ce certificat qui est relancé pour les friches, qui a été mis en vigueur là, dès le 1er juin. Donc j'espère là pouvoir en déposer un sur un des dossiers. Donc déjà ça permettra d'avoir la vision de toute la réglementation et procédure à engager par rapport au projet que l'on doit réaliser. Donc j'espère que ça portera ses fruits, puisqu'il y a 3 ans d'expérimentation. Donc ça déjà, ça permet d'anticiper toutes les procédures, de mettre tout le monde aussi normalement sur la table, et puis de responsabiliser certains services de l'État. J'en reviens à ça. Mais peut-être aussi de faciliter les démarches en mettant, alors je ne sais pas comment, je n'ai pas forcément toutes les solutions, mais peut-être un interlocuteur unique ou dédié, rattaché à la préfecture, parce que la plupart des services sont rattachés à la préfecture, donc que cet interlocuteur ou guichet pourrait faire le lien. Parce que mettre toujours tous les services autour de la table, ce n'est pas forcément très facile. Voilà, donc cet interlocuteur qui nous permettrait de nous ouvrir un peu toutes ces portes-là. Je ne sais pas, donc la fiscalité, oui, on en a parlé tout à l'heure, nous permettre, surtout quand il s'agit de friches,
d'avoir par exemple des taxes foncières largement diminuées. Enfin, ça aussi, il faut se battre pour faire reconnaître que cette friche, c'est une vraie friche. Ça ne marche plus. Il y a plus de... C'est plus une usine en fonction, quoi. Donc voilà, mais c'est tout un tas de petites procédures, de strates, de blocages sur lesquels il faut se battre tous les jours pour faire avancer les choses. Et des friches qui étaient des opportunités, aujourd'hui, c'est pas si simple. Voilà. Mais c'est intéressant parce que nous, c'est vraiment... ce sont des projets vertueux de réhabiliter ces friches. Il faut les dépolluer et donc il faut arriver à convaincre, par exemple, les services de l'environnement que, ok, il y a des espèces qui ont repris... dès qu'il y a une friche, de toute façon, tout ce qui est faune et flore reprennent leurs droits dessus, etc. Donc on n'est pas là pour détruire, mais dépolluer, ça a du sens aussi. Donc voilà, c'est d'arriver à trouver des compromis aussi. Voilà. Eh ben merci beaucoup. C'est intéressant parce que je voyais les réactions et manifestement vos suggestions, vos propositions semblent faire consensus. Et donc peut-être qu'on parlait de la table ronde précédente d'un fonds friche, en tout cas. Il faut peut-être se mettre autour d'une table pour se dire voici les difficultés qu'on rencontre et voici toutes les solutions sur lesquelles peut-être qu'on est tous assez d'accord à mettre en œuvre. Oui, le fonds friche, au niveau des subventions, c'est pareil. Si on pouvait faciliter en fait ces dossiers, ça serait pas mal parce que pour nous en tant que privé, faut que les dossiers soient vraiment très conséquents, très matures, évidemment, très conséquents. Il faut bien évidemment que les politiques nous suivent, sinon on n'a pas de subvention. De toute façon, ça c'est clair. Merci beaucoup Nicolas Gravit. Vous êtes directeur d'Eiffage Aménagement. Vous êtes aussi vice-président du réseau national des aménageurs. Je vais vous poser cette première question. Comment accueillez-vous les annonces de Michel Barnier sur le ZAN, la relance du logement, notamment sur le retour à un PTZ sur tous les territoires? Comment vous accueillez ces premières annonces? Je vais pas, ça ne sera pas un scoop parce que je pense que je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter à tout ce que vous avez dit les uns et les autres. Oui, évidemment, on est plutôt content d'avoir un Premier ministre et une ministre qui a été désignée qui va parler enfin de nos sujets de logement et d'aménagement. Le mot foncier a été cité également, donc c'est très important parce que le mot foncier dit logement mais dit aussi industrie, réindustrialisation, emploi. Donc voilà, espérons qu'effectivement que toutes ces bonnes intentions puissent être suivies des faits. Le PTZ, effectivement, je rejoins ce que dit tout le monde, il y a un vrai besoin à ce qu'il soit étendu à toutes les catégories de sites et de programmes. C'est essentiel pour n'oublier aucun territoire. Donc là, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette question. Je pense que tout a déjà été dit. On a eu le plaisir d'échanger pour préparer cette table ronde et je trouvais très intéressant tout ce qu'on s'est dit sur les outils. Finalement, il y a des outils, il y en a qui existent, il y en a qui ont déjà été mis en œuvre, il y en a qui existent mais pour d'autres sujets. On va prendre déjà la fiscalité. Selon vous, il y a une fiscalité attractive sur les friches, comme les zones en rue avec une TVA à 5,5. Pourrait-elle être un levier intéressant? J'aimerais bien vous entendre là-dessus sur cette. Avant de répondre à cette question, il y a quand même pour moi un enjeu essentiel qui est de faire performer l'aménagement. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une crise immédiate qu'on connaît tous, avec des difficultés pour l'ensemble des opérateurs et des difficultés pour les acquéreurs pour acheter leur logement notamment. Aujourd'hui, la crise, elle est également là pour 2030. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne se préoccupe pas de l'aménagement, si on ne lance pas les process, si on n'accélère pas, comme vous l'avez très bien décrit, les process, en 2030, on se reverra et on redira la même chose. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence à débloquer ce qu'on peut débloquer comme projet. On sait très bien, il y a l'échéance de 2026, voire 2027, mais je pense qu'il est encore temps de débloquer un certain nombre de projets. Donc là-dessus, je pense que c'est le message essentiel qu'il faut faire passer à nos gouvernements et à nos parlementaires. Sur les process, sur les procédures, je pense qu'en aménagement, on a déjà tout ce qu'il faut. On a des procédures de ZAC qui sont extrêmement souples, on a en permis d'aménager, on a des PUP. Alors on pourrait améliorer, la loi logement par exemple parlait de permis d'aménager multisites. Donc ça, voilà, il y a des petites avancées effectivement qu'on peut mettre en œuvre, mais globalement on a déjà tous les outils. Notre sujet numéro 1, c'est pas les outils, c'est le millefeuille administratif,
la complexité des opérations, les contradictions entre les différentes administrations, les process qui se rallongent. Et quand un maire ou une collectivité a décidé d'y aller, de toute façon, elle sait qu'elle a encore pour 3 ou 4 ans de procédure. Donc ça, ce n'est plus possible. J'ai un peu d'expérience dans le monde de l'aménagement. Une opération d'aménagement, il y a plus d'une décennie, on mettait 2 ans à la monter. Aujourd'hui, il faut 5 ans. Voilà, donc là, tout est dit. Et une fois d'ailleurs qu'elle est montée, qu'on a des autorisations administratives et d'aménagement, après, ce sont les promoteurs qui ont leurs problèmes avec les permis de construire, avec l'impact des recours. Donc c'est infernal. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on mette en valeur, c'est que nos élus courageux montrent l'exemple, et il y en a. Je disais à Jean-Luc en aparté un petit souvenir il y a une dizaine d'années d'une opération dans une grande métropole où on commençait à avoir ce genre de difficultés, un projet très complexe. Le DGS de la métropole il est venu, il a convoqué le préfet, il a convoqué tous les services, il les a tous mis au garde à vous, et je peux vous dire qu'en 1 an, le problème a été réglé. Donc quand on veut, on peut. Donc c'est pas compliqué. Et donc pour régler ces problèmes de millefeuille administrative ou d'interaction entre les différentes directions, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre à l'aménagement, alors peut-être à circonscrire à certains domaines, l'aménagement quelque part il y a une notion d'intérêt général, est-ce que la loi Jeux Olympiques, on ne pourrait pas effectivement en tirer profit, puis se dire pour l'aménagement, pour les projets importants, profitons de cette loi et étendons-la à tous les projets. Je pense que ça mobiliserait un peu les services et ça ferait bouger un peu les choses. Très, très intéressant. Donc la loi d'exception des JO appliquée dans les opérations d'aménagement. Je voudrais vous poser une autre question dont on a eu le plaisir d'échanger, c'est que finalement ne sont pas forcément associés zéro artificialisation nette et mobilité douce. J'aimerais vous entendre, on a eu le plaisir d'écouter Jean-Luc Porcedo nous dire les territoires sur lesquels on pouvait construire. On a parlé de zéro artificialisation nette, on a parlé des gares. Est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir des dispositifs intelligents autour des gares pour que, à la fois, ça encourage la mobilité douce, qui sont très favorables à des projets qui évoluent dans un cadre durable, et la zéro artificialisation nette? Alors oui, on peut avoir plein d'idées. Mais avec une mise en œuvre. Je ne parlerai pas de mobilité douce, je parlerai de mobilité tout court, voire y compris mobilité lourde. Effectivement, aujourd'hui, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, les zones autour des gares, où qu'elles soient, en milieu urbain dense, en milieu périurbain, voire en milieu rural, à partir du moment où le transport existe, pourquoi effectivement ne pas développer de l'aménagement autour et que les règles du design puissent effectivement avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir dire ces zones-là, on ne les comptabilise pas dans le ZAN ou on les comptabilise faiblement avec une modération. Je ne sais pas, on peut imaginer beaucoup de dispositifs, mais mettre en valeur ces zones-là en adéquation avec les besoins de logement et les besoins et l'existence des zones d'activité et d'emploi ou d'industrie. Oui, effectivement, imaginons des procédures de fiscalité attractive pour ces zones-là ou de souplesse du ZAN. On peut imaginer plein de choses, mais il faut cibler les secteurs sur lesquels on veut aller. Et là, je rejoins effectivement ce que disait Jean-Luc tout à l'heure sur les zones des gares, les zones périphériques. C'est là qu'il faut mettre le poids du corps. Les friches, on en fait depuis 40 ans. C'est de plus en plus compliqué à faire, mais c'est effectivement nous, de notre nature, et chez FH comme chez Nexity, nous travaillons sur ces friches depuis très longtemps. Voilà, il faut trouver d'autres terrains de jeu. Donc une TVA réduite, pourquoi pas, une souplesse du ZAN, pourquoi pas, on peut avoir plein d'idées. En fait, dans le cadre des souplesses autour du ZAN, il y avait les opérations d'intérêt national dans lesquelles on décomptabilisait parce qu'on avait identifié ces territoires. Ma question, c'est, et peut-être que là c'est une question ouverte, est-ce que finalement autour des gares, qui pour toutes les raisons que vous venez de citer, mais il y a aussi quand même les mobilités douces que propose la gare, est-ce que finalement on ne pourrait pas penser des outils existants, c'est-à-dire entre guillemets une OIN qui serait appliquée autour des gares, peut-être pas toutes les gares, mais autour d'un certain nombre de gares. C'est une question générale. Est-ce que vous pensez que ça va est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que ça pourrait voir un jour où vous n'y croyez pas du tout? Si vous voulez parler d'OIN, on va recommencer à remettre du process administratif. Donc c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà, on empile. Donc on raisonne autour des gares, mais aujourd'hui, ce que je disais dans l'introduction, on a toutes les procédures d'aménagement possibles pour le faire. Donc ne rajoutons pas des outils. Peut-être définir des périmètres effectivement qui bénéficieraient d'un certain nombre d'avantages, mais n'alourdissons pas le dispositif avec des choses comme les OIN. Est-ce que vous voulez réagir autour des gares ou réagir à ce qui a été dit, bien sûr? Je réagis à ce que disait Nicolas à l'instant.
on a tout sur la table. Enfin, on peut inventer et chercher des nouveaux dispositifs, des nouvelles formules, des nouveaux sigles. En fait, on a tout sur la table. Quand on veut utiliser, on sait utiliser. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas envie d'utiliser. Ça, c'est quand même un sujet. Après, il se trouve que Eiffage et Nexity, nous étions ensemble sur le village olympique. Donc, on a livré le plus beau secteur du village olympique. Néanmoins, la loi d'exception avait plein d'aspects, mais elle avait surtout une énorme exception. C'est que toutes les autorités publiques et privées étaient alignées. Je vais comparer juste, sans citer les territoires, un endroit où il y a des gros projets de réindustrialisation, du côté de la Normandie, liés à des structures énergétiques. Voilà. Et en fait, l'État tire dans son coin, les collectivités tirent dans un deuxième, EDF, j'aurais pas dû le citer, EDF, qui est l'acteur principal, tire dans un troisième. Et là, la réponse, c'est on verra en marchant qui restera debout pour avancer. Il n'y a pas l'ombre au début du commencement de réflexion de gouvernance. Quand on a des énormes projets structurants, le préalable, pour moi, le préalable, c'est se poser sur la gouvernance. C'est le rôle de l'État, c'est le rôle des collectivités. Et donc, l'exception JO, malgré la période fantastique qu'on a vécue avec les Jeux Olympiques, je pense qu'on n'y reviendra pas de sitôt, parce que l'État ne va pas imposer ça partout. Enfin, au moins là où il devrait l'imposer, je pense que ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense qu'il devrait y avoir sur des territoires où il y a des projets de développement. Il y a très longtemps, je vais faire une référence aux années 90, dans la politique de la ville, il y avait ce qu'on appelait des contrats de ville, où on mettait tous les acteurs autour d'une table, avec le préfet ou le DGS, pour ce qui passait souvent dans une ville, comme pilote, et on trouvait les voies, on va dire les élus, les opérateurs, même les associations, mais là c'était un peu différent à l'époque, les voies de trouver un chemin commun. Aujourd'hui, il n'y a même plus ces endroits. Parce que Nicolas le disait, ou vous le disiez à juste titre, quand on a des sujets environnementaux, on va voir la sous-préfecture, on va voir la DDT, on va voir la DREAL, on va voir la ville, et puis on retourne voir la DREAL, et puis on va voir les élus, parce que si on va leur demander du soutien pour pousser au niveau de la préfectorale, ou des élus. Bref, on fait, nous, opérateurs privés, les VRP du projet, mais qui est un projet de développement de territoire. Quand on est sur des grosses opérations d'aménagement, qu'elles soient, pour nous, ce qui nous concerne, Eiffage et Nexity, des opérateurs privés, mais parfois c'est aussi ça, c'est aussi des opérateurs publics qui portent ça. On voit bien qu'il n'y a pas un endroit aussi pour réfléchir à comment se mettre d'accord. Et puis deuxième réaction, après je m'arrête sur ce qui a été dit, je me méfie, même si nous étions très 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 contents d'entendre le mot logement PTZ dans le discours de politique générale du PM. Pour moi, le PTZ, la phrase qui doit venir derrière, virgule, c'est quel type de produit. Quel type de produit. Si ce qui était le cas dans le gouvernement précédent, de dire on augmente le PTZ, mais on le concentre sur des endroits où l'accès au logement est beaucoup trop cher en prix de sortie pour les publics cibles des PTZ, et qu'on le développe ailleurs que dans les zones denses sur de la réhab où il n'y a rien à réhabiliter, l'objectif c'est de réduire la consommation du PTZ. Et ce que j'aurais aimé, mais peut-être ça va venir, on va vite le savoir, le projet de loi de finances c'est la semaine prochaine, que derrière l'extension potentielle, si on croit le Premier ministre, à le retour à l'ensemble du territoire sur le PTZ, on mette les produits concernés. Moi, je défends, même dans le cadre du ZAN, la maison individuelle, pas parce que moi j'habite en collectif, mais pour préserver la capacité à tout le monde d'habiter en maison individuelle, mais surtout parce que ce produit, n'oublions jamais ça, nous dans l'immobilier c'est quand même notre sujet, ce produit est le plus accessible pour les petits revenus et les jeunes en décohabitation. Et quand tout à l'heure je parlais du parcours résidentiel, les petits revenus et les jeunes, c'est quand même eux qui ont le plus de difficultés à rentrer dans ce parcours. Merci. Je me suis engagé à respecter le timing, donc il faut que je le respecte. Je vais donc laisser un mot de conclusion, notamment à Dominique et Dominique. C'est assez rare dans une conférence, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on avait une question, comment privilégier l'aménagement opérationnel et accélérer la construction de logements dans un cadre durable. Et je crois qu'il y a une réponse qui est assez unanime, c'est la volonté de la puissance publique. Finalement, vous n'avez pas demandé grand-chose, si ce n'est véritablement qu'il y a des outils, et donc désormais, s'il y a de la volonté, une volonté conjointe, on devrait y arriver. Je vous laisse donc les mots de conclusion. Merci. Je pense que ce que l'on a besoin aussi pour mener à bien une véritable politique du logement, c'est d'abord s'accorder sur les besoins en logement.
quels sont les besoins en logement dans notre pays? Eh bien, je vous assure que suivant qui vous interrogez, vous n'avez pas du tout les mêmes réponses. Nous, on l'a fait dans le cadre du rapport que l'on a produit à la fin du mois d'avril sur logement trop cher et sur la crise du logement. Si on interroge Bercy, on nous dit, oh, grosso modo, les besoins en logement, c'est autour de 250 000 logements. Si on interroge l'UNAM, si on interroge l'USH, le CNH, eh bien là, les besoins en logement, ils sont grosso modo compris entre 350 000 et 520 000 logements. Et si l'on veut donner une vision en matière de politique du logement, il faut d'abord s'accorder sur les besoins tels qu'ils sont identifiés dans notre pays. Et ça, c'est important parce que la politique du logement, elle s'inscrit dans le temps long. Et vous le savez toutes et tous, et vous l'avez rappelé aujourd'hui, pour sortir des opérations d'aménagement, des opérations de logement, le temps, malheureusement, est de plus en plus long. Et c'est vrai que si on n'a pas cette stabilité, si on n'a pas cette visibilité, quelque part cette prévisibilité, eh bien on risque fort dans les années à venir de ne pas beaucoup avancer, voire même de régresser encore. Et puis comme il a été beaucoup question des élus, et plus particulièrement des élus locaux, moi je veux bien qu'on mette tout sur les épaules ou le dos des élus locaux. Mais aujourd'hui, si on peut être aussi en capacité de faire en sorte qu'on redonne aux élus locaux les moyens d'agir, le pouvoir d'agir et l'envie d'agir, je vous assure que ça ira beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, les élus locaux, ils sont pris en permanence, je l'ai dit, dans des injonctions contradictoires, le ZAN, la loi SRU, les chocs réglementaires, la RE 2020, enfin ça n'arrête pas. On a enlevé l'aide aux maires bâtisseurs, on a enlevé l'aide aux maires bâtisseurs, qui était quand même quelque chose qui incitait les élus à faire, et je ne parle même pas des aspects fiscaux, financiers, où aujourd'hui, quel intérêt ont les élus à continuer à construire, à continuer à bâtir? Aucun. La taxe d'habitation a disparu. Aujourd'hui, quand vous faites du logement social, pour les bailleurs sociaux, et c'est très bien qu'il en soit ainsi, il y a l'exonération de la TFPB. On a demandé à ce qu'elle soit compensée intégralement. On a obtenu une compensation, mais uniquement pour les nouvelles opérations et sur un temps limité, et non pas sur le temps définitif. Donc il y a tous ces aspects-là, aujourd'hui, qui sont de nature, non pas à ce que les élus ne fassent plus, mais bien évidemment à ce que, dans les contraintes qu'ils connaissent en termes de budget, eh bien, soient amenés à faire des choix, ce qui est très dommageable et regrettable, mais c'est quand même une réalité. Donc je pense que ça passe vraiment par des chocs réglementaires, par des moyens fiscaux et financiers qui soient beaucoup plus incitatifs pour les collectivités, pour continuer, parce qu'aujourd'hui, quel est l'élu qui va se dire « je n'ai pas construire » Je veux dire, l'élu, le premier, est concerné dans ses permanences par quelqu'un qui vient le voir. Avant, c'était peut-être d'abord en premier l'emploi. Aujourd'hui, on le sait, c'est à 60%, on vient voir pour un logement, souvent lié à l'emploi, mais d'abord pour un logement. Donc il ne faut pas penser que les élus ne prennent pas conscience de la réalité qui s'impose sur leur territoire. Merci beaucoup. Dominique, peut-être le mot de conclusion? Non, rapidement, juste pour dire qu'effectivement, il faut arriver à simplifier et harmoniser un peu toutes ces procédures réglementaires pour diminuer les temps qui sont, comme on l'a déjà dit, de l'argent. Voilà. Donc pour qu'on puisse continuer à travailler et faire des belles choses. Un mot chacun peut-être pour le mot de conclusion. Je pense que, je ne vais pas redire, on est dans une période très très compliquée sur notre secteur économique, l'immobilier. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, Nicolas l'a dit à juste titre, c'est ce que l'on en est dans un temps long ou de livraison. Donc on va dire chaque mois passé d'opérations qui sont bloquées ou qui ne sortent pas ou qui ne sont pas lancées, c'est dans 3 ans les problèmes de logement qui vont augmenter, se rajouter à ceux d'aujourd'hui. Merci Nicolas. Non, juste pour régler tous ces problèmes, faites confiance aux aménageurs, ils sont là pour faire ce travail et on sera là autant qu'aux élus, effectivement, et on est avec vous. Moi, je vous dis juste un mot. Jean-Philippe Dugouin-Clément m'a écrit, il est en route, il est désolé, mais il sera là pour la remise des prix et il vous prie de bien vouloir en excuser. Merci à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés et très bonne fin de journée.